J'ai dû faire le pied de grue pour avoir un peu de foil pour rentrer. Donc c'était pas encore. Oui, oui, c'est encore. Oui, c'est pas toujours très stable du côté de Yaoundé. J'ai dû faire. Mais le ministre nous a donné rendez-vous mardi à 10h. Bon, on donne beaucoup de rendez-vous au Cameroun, sauf Est-ce que tous les navires sont là? Il y avait 4 navires qui mouillaient, comme je vous l'avais dit la dernière fois. L'exigence était de recevoir du cash avant de passer je vais dire, au dépotage des produits. Oui. Est-ce qu'ils ont tout payé? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que... Mais hier, avec cette sortie à libéralisation par rapport aux importations, est-ce que c'est un début de solution? C'est la solution pour vous? Ça dépend de quel type de solution on veut trouver. Si c'est une solution structurelle, non. Non. Ça ne résout pas le problème de manière structurelle. Si c'est une solution ponctuelle, oui. Ça peut permettre de résoudre ponctuellement le problème. Et il n'y a rien de nouveau. En fait, c'était ça la pratique avant. C'est-à-dire tout simplement que chaque marketeur avait la possibilité de négocier auprès du trader. Mais sauf qu'il faut comprendre qu'il y a une mafia qui est rentrée en jeu. Lorsqu'on a décidé que la Sonara, n'est-ce pas, reprenne, je vais dire, le monopole, quasi-monopole, c'était presque à 80% et 20% c'était Total et je crois Tradex et 2 autres marketeurs. Ils étaient Neptune, ils étaient 4. Mais c'est tout simplement qu'il faut comprendre qu'il y avait... L'idée principale, c'était qu'il fallait faire tourner la Sonara qui ne raffine plus. Et donc, il fallait donner la possibilité à la Sonara au moins de couvrir ses charges opérationnelles. Pourquoi? Parce que dans l'importation du carburant, il y a deux niveaux de bénéfices. C'est-à-dire que puisque les prix sont homologués au Cameroun, lorsque vous négociez auprès du trader, si vous réussissez à obtenir le litre à 200 francs, c'est votre bénéfice. Parce que dans tous les cas, le Cameroun a homologué un prix arrivé au port de Douala. Et c'est à partir du port de Douala, quand ça sort déjà du port, que vous structurez votre prix pour donner le prix à la pompe. Et vous payez un ensemble de taxes, tout ce qui est cité là, appui à la Sonara. Mais si vous avez pu obtenir auprès de votre trader un produit bon marché, peut-être que vous avez dégagé une marge de 50 francs ou 100 francs ou je sais pas 20 francs, le litre, généralement les marges ne sont pas beaucoup, puisque là on gagne sur le volume et non sur la valeur. Voilà. Et donc si vous réussissez auprès du trader à obtenir 20 francs ou 10 francs sur le litre, c'est tant mieux sur votre bénéfice. Alors on a donc permis à la Sonara de pouvoir gagner cette marge-là en amont et de pouvoir couvrir ses charges opérationnelles et ne laisser les marketeurs bénéficier que de ce qui est prévu dans la structuration des prix officiels des produits pétroliers au Cameroun. 10 francs le litre. Oui, ça c'était la raison. Mais sauf que ce qu'il faut très bien comprendre, c'est qu'il y a plusieurs problèmes en un. Qu'est-ce qui a généré trop de problèmes? Il y a une partie, je vous le disais la dernière fois, il y a une partie qui est prélevée, qui est ce qu'on appelle la quotité souveraine de l'État. C'est-à-dire que tout ce qui ravitaille les soutes militaires et autres. Or, lorsque la Sonara importe, par exemple, l'État prélève ça, ou lorsque Total importe, l'État prélève peut-être 30 000 litres qu'il est supposé payer, mais qu'il ne paye jamais à temps. Et donc, voilà ce qui a entraîné la Sonara dans une spirale d'endettement, entre autres. Parce que bon, quand il importe pour 10 000 litres de carburant, l'État vient prendre 3 000 litres ou 5 000 litres. Bon, on attend qu'on paye, on ne paye pas. Sauf qu'il doit renouveler la facture, il doit renouveler le stock tout le temps. Et donc, ça fait quand l'État ne paye pas à temps, ça lui pose problème. Donc, en laissant la possibilité, n'est-ce pas, aux marketeurs de négocier directement auprès des traders, c'est vrai, on revient à l'orthodoxie avec le régulateur qui est la CHPH qui va décider des quotas. Là, les marketeurs vont continuer de faire, n'est-ce pas, des bénéfices en amont et en aval. Et bon, que devient la Sonara dans tout ça? Est-ce qu'il y a un plan pour permettre à la Sonara de pouvoir, n'est-ce pas, revenir à sa vocation première? Parce que j'entendais JR dire que on signe l'acte de décès. Moi, je souhaite que ce soit ainsi. Parce que la vocation première de la Sonara, c'est pas d'importer, n'est-ce pas, les produits pétroliers. C'est de raffiner les produits pétroliers. Bon, si ça peut pousser, n'est-ce pas, à à réhabiliter la Sonara très vite, tant mieux. Moi, je pense que c'est le cas. Pourquoi faisant justement? Parce que justement, il va se poser un problème. Et le problème se pose à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est qu'il faudrait que le Cameroun comprenne
justement, que dépendre du marché international est très problématique. On perd notre souveraineté. Très bien. La première chose pour une nation, c'est de constituer des stocks de souveraineté, des stocks de sécurité. Or, vous ne pouvez pas le faire en comptant sur des marketeurs. Ce sont des hommes d'affaires qui sont là pour faire du bénéfice. C'est des commerçants. C'est des hommes d'affaires. Ils sont là pour... Vous allez vous rendre compte qu'au jour d'aujourd'hui, avec plusieurs fronts sur lesquels nous sommes, c'est ça qui a alourdi la facture de la Sonara. Or, le problème, il est simple. Si le Cameroun aujourd'hui réhabilite la Sonara, et c'est même déjà fait, je ne comprends pas pourquoi il y a de mauvaise foi. Il a parlé du projet 2010, projet porté par Metouk, qui consistait tout simplement à installer un hydrocracker qui devait permettre de raffiner le pétrole camerounais qui est lourd, qui a beaucoup de sulfure. L'hydrocracker qui est en ce moment à la Sonara génère des pertes qui aussi entre 5 et 10%. Ça veut dire que ça ne peut pas raffiner tous les niveaux. Ça ne peut pas. Et ces pertes-là sont énormes, puisque comme je vous ai dit, dans le pétrole, il n'y a pas trop de bénéfices, mais sauf que c'est dans le volume. Or, si vous perdez déjà beaucoup de volume, n'est-ce pas, parce que vous avez des pertes de 15% dans le processus, ce n'est plus intéressant. Parce qu'à la dernière minute, vous devez avoir 2 ou 3% qui constituent justement les déchets que vous appelez les bitumes. Et là, maintenant, vous le transformez et vous le mettez sur le marché. L'hydrocracker qui a été installé par Charles Metouk, qui devrait être opérationnel. Mais je ne sais pas pour quelle raison on a décidé, mais il faut comprendre que là, il y a un peu de mafia aussi. Il y a trop de mafia dans cette histoire, entre ceux qui avaient l'assistance, la prééminence de l'assistance technique depuis 1978 qu'on a installé la Sonara et qui gagnait beaucoup d'argent. Je vais dire chaque mois, et c'est un peu très compliqué cette histoire-là. C'est très compliqué. Il y avait quelqu'un qui avait dit à Metouk, je ne veux pas citer son nom ici, lorsqu'il décidait de porter ce projet, il lui avait dit, ben écoutez, moi je vais partir d'ici, mais le jour où je reviendrai, vous serez en train de partir. Et priez Dieu que vous ne partiez pas beaucoup plus loin. Et effectivement, il s'est retrouvé malheureusement beaucoup plus loin, en prison. Pourquoi? Oui, pourquoi? Pendant longtemps, on a laissé croire qu'installer un cracker de deuxième génération, c'était les yeux de la tête, que c'était impossible. Voilà. Ça ne coûte rien un hydrocracker. Et surtout que nous sommes... un hydrocracker, mais bien sûr. Et surtout que nous sommes dans un secteur qui s'autofinance. Dans le pétrole, vous n'avez pas besoin d'une autre forme de garantie, ce qu'on appelle les garanties souveraines. Le pétrole, c'est comme l'or. Voilà. Ça s'autofinance. Voilà. C'est-à-dire tout simplement que vous dites, je veux un hydrocracker, j'ai une production, je veux faire une production, par exemple, je ne sais pas, de 50 000 barils jour, parce que j'en produis. Et puis celui qui vous finance vous dit, ben, écoutez, moi, je vais garantir 10 000 barils tous les jours pour me rembourser. Voilà. Et il va vous mettre un pointeur là qui va chaque jour vérifier. Quand vous raffinez, lui, il prend les 10 000, il vend quelque part et il vire dans le compte de la banque qui a fait le montage financier. Ça s'autofinance le pétrole. C'est pas très compliqué. Jusqu'à ce que Charles Metouk démontre que c'était possible. Et évidemment, tous les mafieux sont tombés sur lui et il lui est arrivé ce que nous connaissons. Au jour d'aujourd'hui, la priorité pour le Cameroun, ce n'est pas de trouver la solution comme nous avons trouvé là, c'est vrai, de manière ponctuelle, ça peut permettre à tous les marketeurs, désormais, n'est-ce pas, chacun va importer, suivant les quantités qui seront définies par la CSPH, ça va résoudre le problème. Mais il va rester un autre problème. Si il y a un dysfonctionnement logistique sur la chaîne internationale, le Cameroun est parti, c'est parti. Surtout que les capacités de stockage de la SCDP sont trop faibles. La SCDP n'a pas de grande capacité de stockage. C'est dépassé. Non, c'est dépassé. Et même, je vous ai dit la dernière fois que les cuves que vous voyez suspendues là, ça ne se fait plus, on ne suspend plus les cuves. Maintenant, les cuves sont souterraines. Les grandes cuves sont souterraines. Vous ne verrez nulle part des cuves suspendues. Non, c'est souterraine. Un pays comme les États-Unis, ils vous disent que si aujourd'hui, il n'importe plus de pétrole nulle part, il peut vivre pendant 35 ans sans importer le pétrole nulle part. C'est ça. Le Cameroun, en réhabilitant la Sonara, devait faire un autre projet additionné à celui-là qui est l'extension des capacités de stockage de la SCDP. De ce fait, le Cameroun peut décider de prendre 20% chaque mois pour stocker, pour constituer son stock de souveraineté. Ça fait que
s'il y a un problème, le Cameroun peut garantir l'énergie pendant peut-être un an, en attendant que les choses reviennent à la normale. Mais au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous savez que si la situation persiste comme ça, comme c'est parti là, les soldats au front risquent eux-mêmes d'avoir des problèmes. Eux-mêmes vont avoir des problèmes parce que, écoutez, le store est complètement épuisé. Quand on a commencé à faire le rationnement là, c'est qu'on puisait déjà dans le stock de souveraineté. C'est ça qu'on puisait pour stock d'alerte pour ravitailler tout le monde. Et donc, au jour d'aujourd'hui, la libéralisation, je dis, c'est pas nouveau. C'est ce qui se passait avant. Tout le monde importait et puis stockait, je vais dire, à la SCDP et ils déstockaient graduellement et on faisait les décomptes. Donc, moi, je pense sincèrement que si on veut être sérieux, si on veut trouver des problèmes, des solutions structurelles aux problèmes énergétiques au Cameroun, c'est simple. Il faut réhabiliter la Sonara. Au départ, on nous avait dit que c'était 50 milliards. Après, on nous a dit c'est 100 milliards. Après, on nous a, même si c'est 500 milliards, vraiment, même si c'est 500 milliards, le montage financier dans le secteur pétrolier, c'est la chose la plus simple au monde. Metouk l'a fait en quelques temps. Et puis, la souscription qu'il a eue, c'était largement au-dessus de ce qu'il avait sollicité. Largement, parce que c'est tout le monde qui se bousculait au port. C'est la meilleure façon de thésauriser son argent. Aucun financier ne va refuser de mettre son argent dans le pétrole. Et donc, je pense que il faut revenir à cette solution-là, faire heureusement l'incendie de 2019 n'avait pas touché cette partie-là, tout ce qui avait été construit par Metouk. L'incendie n'avait pas touché cette partie. C'est l'ancien système qui avait cramé en partie. Et donc, l'argent que les gars demandaient, c'était juste pour faire le connectique entre l'ancien et le nouveau système et permettre donc à la Sonara de pouvoir raffiner notre pétrole. Pourquoi on ne le fait pas? That is the $1 billion of question.